Voici le véritable message sur les réseaux sociaux où il dit littéralement « Désormais, avec le soutien de l'Union européenne, l'Ukraine est en position de reconquérir l'ensemble de son territoire. Les États-Unis doivent fournir à l'Ukraine des renseignements pour des frappes à longue portée en Russie via l'Ukraine. C'est exactement la même politique que celle de l'administration Biden. Je veux simplement faire écouter rapidement ce que Vladimir Poutine a dit. Sous l'administration Biden, à propos de ce que signifient les frappes à longue portée avec les renseignements américains et de l'OTAN en Russie pour le conflit. C'est que les missions de vol dans ces systèmes de missiles ne peuvent en réalité être programmées que par du personnel militaire de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire. Il ne s'agit donc pas de permettre ou non au régime ukrainien de frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si un pays de l'OTAN pourrait être directement impliqué dans un conflit militaire. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, les États-Unis, les pays européens, à la guerre en Ukraine. C'est leur participation directe. Peu de temps après, lorsque ces frappes approuvées par Biden ont commencé, la Russie a lancé son premier missile, un nouveau missile hypersonique puissant qui possède les capacités d'une arme nucléaire, même sans les retombées nucléaires. Alors, Ben, quelles sont tes réflexions à ce sujet? Oui, eh bien, c'est tellement drôle de revenir sur cette absurdité du Russiagate pendant le premier mandat de Trump, n'est-ce pas? Où il y avait cette idée que Trump était une marionnette de Poutine. Mais comme certains d'entre nous l'ont souligné à l'époque, si on regardait réellement les actions de Trump, il avait intensifié la guerre en Ukraine qui était déjà en cours. Elle avait commencé sous Obama. Et vous savez, Victoria Nuland, qui est aujourd'hui la sous-secrétaire d'État dans l'administration Biden, à l'époque de l'administration Obama, elle était une diplomate de haut rang au département d'État et avait été envoyée à Kiev lors du coup d'État de 2014. Elle avait distribué des biscuits à tous les partisans du coup d'État. Et puis il y a eu, de façon célèbre, cet enregistrement divulgué d'un appel téléphonique entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain en Ukraine de l'époque, Jeffrey Piat. Et ils discutent de qui seront les nouveaux dirigeants de l'Ukraine après le coup d'État. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'Obama a commencé cette guerre. Il y a eu une guerre, ce n'était pas seulement le coup d'État. Il y a eu une guerre dans l'est de l'Ukraine. Immédiatement après le coup, l'OTAN a commencé à organiser des exercices militaires en Ukraine. L'Ukraine est devenue un membre de facto de l'OTAN. Les soldats et officiers ukrainiens étaient formés par l'OTAN, c'est-à-dire par l'armée américaine. Ensuite, le gouvernement ukrainien a déployé l'armée à l'est pour attaquer les personnes qui manifestaient. Donc, cette idée, en fait, j'y reviendrai dans un instant. Laissez-moi finir ma première idée. Donc, Obama a commencé cela, puis Trump, lorsqu'il est arrivé, a accéléré la guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Et Trump s'est vanté d'avoir envoyé en Ukraine du matériel militaire offensif, du matériel militaire létal qu'Obama avait refusé d'envoyer. Parce que même si Obama aurait soi-disant déclenché la guerre, il était, selon les rapports, préoccupé par une escalade du conflit. Donc il n'a envoyé à l'Ukraine qu'une aide militaire dite non létale. Trump, lui, a envoyé une aide militaire létale, y compris des systèmes de missiles, des systèmes Javelin, et il s'est d'ailleurs vanté à plusieurs reprises. Il a dit « Obama n'a envoyé que des oreillers et des couvertures à l'Ukraine. Moi j'ai envoyé des Javelin. J'ai envoyé des systèmes de missiles et une aide létale pour mener une guerre par procuration contre la Russie. » Maintenant, l'autre point que je voulais soulever à ce sujet, c'est cette fantaisie absurde de reprendre ces zones du Donbass et même la Crimée, ce qui est encore plus irréaliste. Cela n'arrivera jamais, même dans 1 million d'années.
Tout d'abord, même si cela était militairement faisable, ce qui n'est pas le cas, nous avons vu que l'ensemble de l'OTAN n'a pas réussi à vaincre la Russie parce que, comme Kaji l'a souligné, le capitalisme occidental s'est complètement désindustrialisé. Il s'est totalement financiarisé. Car pourquoi les capitalistes investiraient-ils dans la production industrielle alors qu'ils peuvent simplement acheter des actions et des obligations, puis faire grimper la valeur de leurs actions en rachetant leurs propres titres? Littéralement, cette année, les entreprises américaines dépensent plus de 1000 milliards de dollars pour racheter leurs propres actions. Bloomberg a mené une étude, elle date un peu, d'il y a environ 10 ans, mais elle reste très pertinente aujourd'hui. Bloomberg a constaté que plus de 90% des bénéfices des entreprises du S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, sont consacrés au versement de dividendes à leurs actionnaires et au rachat de leurs propres actions pour faire grimper le cours de celles-ci. Elles n'investissent pas. Le seul investissement que nous ayons observé ces dernières années de la part des entreprises américaines concerne les dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle. Car ces entreprises pensent pouvoir obtenir un monopole. Elles se battent donc toutes pour être la première à décrocher un monopole sur ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale, et elles pensent toutes que cela n'est qu'à 2 ans, de façon permanente, n'est-ce pas? Donc, en excluant cet investissement, les entreprises américaines n'investissent dans rien. Les États-Unis sont complètement financiarisés et désindustrialisés. Même en comparaison avec le reste de l'Europe, dont certaines parties évidemment ne se sont pas industrialisées autant que les États-Unis, comme par exemple l'Allemagne. L'Allemagne s'est démilitarisée. Il faudra donc beaucoup de temps à l'Allemagne pour se remilitariser. Et l'Allemagne est en train de se désindustrialiser parce qu'elle boycotte l'énergie russe et achète du gaz naturel liquéfié, GNL, américain très cher, transporté par-delà l'océan. De plus, le soi-disant Parti vert, qui est en réalité anti-écologiste, pro-guerre et pro-OTAN, a fermé toutes les centrales nucléaires, qui sont la forme d'énergie la plus verte et la plus efficace, et a rouvert des centrales à charbon, qui sont la forme d'énergie la plus destructrice pour l'environnement. Donc l'industrie allemande s'effondre. La France n'est pas dans une situation bien meilleure. Et puis il y a le nord de l'Italie, qui est une base industrielle. Mais l'Italie n'a pas non plus une armée très avancée. Quelle armée vont-ils utiliser pour vaincre la Russie? Bref, cela n'arrivera jamais, même dans 1 million d'années. Mais finalement, le point que je voulais soulever, c'est que même s'ils pouvaient vaincre la Russie par magie, la population du Donbass est majoritairement d'origine russe. Ils parlent russe et sont pro-russes. Ils ne veulent pas faire partie de l'Ukraine. C'est pourquoi tout ce conflit a commencé après le coup d'État soutenu par les États-Unis en Ukraine en 2014. Donc, c'est juste une illusion, à bien des égards. Cela n'arrivera jamais, même dans 1 million d'années. Et il faut se demander pourquoi l'administration Trump dit cela. C'est parce que Trump pensait qu'il pouvait simplement forcer la Russie à faire tout ce qu'il voulait. Et comme toi et moi, Danny, en parlons depuis des années, les États-Unis n'ont aucun levier sur la Russie, à part l'allègement des sanctions. Mais comme je l'ai souligné à maintes reprises, la Russie n'est plus vraiment préoccupée par les sanctions occidentales. La Russie a montré qu'il existe des pays trop grands pour être sanctionnés, parce que oui, les États-Unis ont réussi à écraser des pays relativement plus petits avec ces sanctions illégales, comme Cuba, un pays qui subit des sanctions américaines illégales depuis plus de 60 ans, ou le Venezuela. Les États-Unis ont pu dévaster l'économie du Venezuela parce que le Venezuela est un État pétrolier. Il l'est depuis 100 ans, bien avant la naissance d'Hugo Chavez.
et les recettes publiques provenaient presque entièrement de l'exportation du pétrole. Les États-Unis ont tenté d'écraser l'économie vénézuélienne en imposant des sanctions. Puis Trump a élargi ces sanctions en un véritable embargo économique lors de son premier mandat. Le Venezuela n'a pas pu exporter la grande majorité de son pétrole et il n'a pas pu importer les produits chimiques nécessaires au traitement de son pétrole, car le brut vénézuélien est très lourd. On ne peut pas simplement utiliser le brut lourd tel quel, il faut le raffiner et le traiter. Et auparavant, le Venezuela importait beaucoup de ces produits chimiques des États-Unis qu'il ne pouvait plus obtenir à cause des sanctions. L'industrie pétrolière vénézuélienne a essentiellement été construite par des entreprises américaines il y a de nombreuses décennies, bien avant la naissance d'Hugo Chavez. Le Venezuela n'a pas pu importer la technologie et les équipements nécessaires pour réparer, moderniser et mettre à jour ses infrastructures pétrolières à cause des sanctions américaines. Donc oui, les États-Unis ont réussi à écraser ces pays relativement plus petits. La Russie, elle, est un pays immense, plus de 100 millions d'habitants, l'une des plus grandes économies du monde si l'on mesure son PIB en parité de pouvoir d'achat. La Russie est une grande puissance. Elle est trop importante pour être sanctionnée. Et ces sanctions n'ont en réalité fait qu'approfondir l'intégration économique de la Russie avec l'Asie, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Turquie, avec les pays des BRICS. Donc les États-Unis n'ont aucun levier. Ils ne pourront jamais reprendre ce territoire. Ils ont perdu la guerre. Tout cela n'est qu'un refus des forces de l'OTAN, dirigées par les États-Unis, d'accepter leur défaite. Qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour inverser cette perte. Et ils ne font que retarder le moment où ils devront finalement le reconnaître. Eh bien, vous savez, j'aimerais être moins pessimiste, mais j'ai le sentiment qu'ils n'accepteront pas leur défaite. Et ils pensent avoir au moins 3 atouts de leur côté. Premièrement, ils pensent pouvoir utiliser des armes nucléaires. Par exemple, il y a un article très récent de la RAND écrit l'année dernière. Ils y affirment essentiellement que les États-Unis doivent se préparer à une escalade nucléaire et accorder plus d'importance à la gestion des risques d'escalade qui y sont liés. Ils considèrent par exemple la Chine. Le seuil nucléaire de la Chine est flou, mais il est aussi modulable, ce qui signifie qu'ils pensent pouvoir s'en tirer avec de nombreuses attaques nucléaires. Donc je pense que les armes nucléaires font clairement partie de l'équation. Je pense aussi que l'IA, ils se sont en quelque sorte convaincus eux-mêmes que l'IA est l'application révolutionnaire qui leur donne cet avantage extraordinaire. Certainement pas. Nous le voyons actuellement. Nous le voyons même en Israël, où les Israéliens utilisent l'IA pour cibler et, vous savez, commettre un génocide contre les Palestiniens. Cela ne fonctionne toujours pas. Mais ils comptent sur l'IA, ils comptent sur les armes nucléaires, et ils comptent aussi sur leur capacité à mystifier, endoctriner et faire de la propagande, à faire croire qu'ils sont en train de gagner. Ils croient vraiment qu'ils peuvent créer leur propre réalité s'ils se répètent suffisamment de mensonges et si assez de gens croient à ces mensonges. Donc je pense que c'est très très dangereux. Et comme Ben l'a souligné, ils ont une stratégie qui consiste à essayer d'affamer leurs adversaires. Ils ont clairement essayé de faire cela. Ils ont essayé de le faire avec la Russie, en tentant essentiellement de la sanctionner à mort. Ils pensaient que cela s'effondrerait réellement jusqu'à ce que la Chine et d'autres interviennent et continuent à commercer avec elle. Et bien sûr, ils essayent de faire la même chose avec le Venezuela en ce moment. Mais c'est le plan des États-Unis. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les corridas, mais avant d'amener le taureau dans l'arène pour l'abattre, ce que l'on fait, c'est que pendant des jours et des jours, on le prive de nourriture, on le prive d'eau, on lui injecte des drogues, on le bat, et ensuite, on l'amène dans l'arène de corrida pour l'abattre.
C'est ce que nous avons vu, par exemple, avec l'Irak. L'Irak a été sanctionné pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune capacité de se défendre. Et ensuite, les États-Unis sont intervenus avec la stratégie du choc et de l'effroi, et ainsi de suite. Et vous savez, quel incroyable succès. C'est littéralement la stratégie qu'ils utilisent, et ils essayent de l'appliquer à la Russie. Ils essayent de le faire au Venezuela. Ils ont tenté de le faire avec la Chine, en particulier en ce qui concerne la technologie et le développement industriel en tant que tel. Ils pensent donc que s'ils exercent suffisamment de pression, le pays sera épuisé, affaibli, et que suffisamment de contradictions internes surgiront pour qu'ils puissent intervenir et l'attaquer, ou du moins exercer assez de pression pour qu'avec une combinaison de subversion, d'attaques directes, de provocation et d'effondrement économique interne, ils le fassent tomber. Je crois donc que leur agenda reste extraordinairement ambitieux, empreint d'hubris et terriblement, terriblement violent. Je n'exclus rien. J'aimerais, et j'espère, me tromper. Mais la part cynique et pessimiste de moi-même reste très très inquiète. De l'autre côté, la guerre fait toujours rage en Ukraine, et Trump avait dit qu'il allait y mettre fin. Mais il a un émissaire ici. Les gens plaisantaient à propos de Keith Kellogg, disant qu'il ne représentait pas grand-chose. Mais maintenant, c'est devenu le spécialiste de l'Ukraine. C'est le seul à parler de l'Ukraine. Et tout ce qu'il dit finit par se réaliser, ou du moins, une version de ce qu'il annonce se réalise. Voici ce qu'il a déclaré lors d'un récent forum de Vote en guerre, en évoquant la direction que prend le conflit. Les Russes n'ont pas leur mot à dire. C'est une décision ukrainienne, c'est une décision souveraine d'une nation. Peu m'importe que ce soit l'Ukraine ou les Bermudes. Le fait est que c'est vous qui décidez de ce qui va se passer. La coalition est plus que disposée à le faire. C'est un peu comme un cessez-le-feu aérien. Si vous imposez une zone d'exclusion aérienne, c'est une décision indépendante, mais elle doit être correctement soutenue par l'Alliance. Donc, c'est un point important. Cette histoire de poser des conditions, je ne pense pas que quiconque doive l'accepter. Peut-être que Peskov le dit, ou peut-être que quelqu'un d'autre va le dire, et pour moi ce ne sont que des paroles en l'air. J'apprécie, c'est un peu comme une remarque que je fais à mon équipe. Merci de vous intéresser à la défense nationale. Ce que vous dites m'importe peu. Je veux dire, c'est un peu une suggestion à la libyenne qu'il avance là. En ce qui concerne ce conflit, Ben, on entend aussi dire que c'est l'Europe qui en prend le contrôle. Et maintenant, l'Europe parle de ce mur de drones, et Ursula von der Leyen a renforcé cela avec des dépenses massives venant de l'Europe. Si nous sommes tous d'accord pour dire que l'Ukraine est notre première ligne de défense, nous devons renforcer notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle nous débloquons aujourd'hui 4 milliards d'euros pour l'Ukraine. 2 milliards d'euros de cette somme seront investis dans les drones. Tout cela semble indiquer une sorte de guerre à multiples facettes et sur plusieurs fronts menée par l'administration Trump. Quelle est votre analyse? Oui, bon, je ne suis pas du genre à me vanter de ce genre de choses, mais Danny, toi et moi en parlons depuis des années maintenant. Et je pense que notre analyse s'est révélée correcte. Je le dis depuis des années. J'ai pris position publiquement depuis la dernière élection présidentielle. Tu sais, quand c'était d'abord Biden contre Trump, puis Kamala Harris contre Trump. Et j'ai dit que, peu importe qui gagne, les États-Unis ne pourront pas empêcher la Russie de gagner cette guerre. Tout l'avantage est du côté de la Russie. Et Trump, il s'est engagé des dizaines de fois. J'ai lu un article qui comptait qu'il s'était engagé plus de 70 fois pendant sa campagne présidentielle à mettre fin à la guerre en Ukraine, soit pendant la période de transition, soit lors de la passation de pouvoir, soit dès le premier jour de son mandat.
Et nous y voilà. Presque un an plus tard, la guerre continue. Et Trump est en fait très en colère à ce sujet. Il l'a mentionné dans plusieurs discours. J'ai parlé du discours que Trump a prononcé à Quantico qui a suivi le discours incroyablement belliciste de Pete Hegseth. Trump a également prononcé un autre discours délirant à l'Assemblée générale de l'ONU. J'ai regardé beaucoup de discours à l'Assemblée générale de l'ONU au fil des ans, et celui-ci était sans aucun doute le plus fou que j'ai jamais vu. Trump a simplement fulminé pendant 1 heure. La plupart des dirigeants mondiaux parlent pendant 15 à 20 minutes. Lui a parlé pendant 1 heure. Il a passé la majeure partie de son discours à expliquer qu'il est le plus grand dirigeant de tous les temps, que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Il a passé environ 5 minutes à critiquer d'autres pays pour leurs échecs, disant qu'ils sont tous stupides et qu'il est le meilleur. Mais dans ce discours à l'Assemblée générale de l'ONU, Trump a critiqué Poutine et la Russie. Puis, lors du discours à Quantico, quelques jours plus tard, il a de nouveau repris ses critiques. Vous savez, cela fait des années qu'on entend ces absurdités. Toute cette histoire de Russiagate prétendant que Trump était une marionnette de Poutine. Eh bien, il critique maintenant publiquement Poutine et se plaint. Il a dit « Je voulais mettre fin à cette guerre, mais la Russie ne veut pas y mettre fin ». Or, la façon dont il le dit laisse entendre que la Russie est simplement obstinée et ne veut pas la paix. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est que la Russie a refusé d'accepter les conditions de reddition des États-Unis. Les États-Unis exigeaient que la Russie réponde à toutes leurs exigences. Mais comme toi et moi, Danny, en discutons depuis des années, les États-Unis n'ont pas ce levier. L'Europe en a encore moins. Que va faire l'Europe? Envoyer encore plus d'armes pour qu'elles soient détruites, comme en parle Ursula von der Leyen. Quelles armes? D'où vont venir ces armes? Elles vont venir du complexe militaro-industriel américain. Et dans le discours que Trump a prononcé à Quantico, il s'est vanté fièrement du fait que les entreprises d'armement du complexe militaro-industriel américain gagnent des milliards de dollars. Enfin, comme il l'a dit, probablement des centaines de milliards, mais il a parlé de milliers de milliards de dollars, grâce aux achats de l'OTAN. Il s'est vanté d'avoir forcé les pays de l'OTAN à plus que doubler leurs dépenses militaires, passant de 2% du PIB-CIB à 5% du PIB. Et Trump a déclaré que toutes ces armes venaient de chez nous. Il les achète auprès des fabricants d'armes américains. Il a dit qu'il avait eu des réunions avec des dirigeants de sociétés d'armement américaines et qu'il leur avait dit qu'ils devaient augmenter massivement leur production d'armes. En ce qui concerne l'Ukraine, Trump, dans son discours à l'ONU, a également, pour la première fois officiellement et publiquement du moins, changé sa rhétorique sur la guerre. Et il a désormais déclaré que l'Ukraine devrait reprendre l'ensemble des territoires qui font actuellement partie de la Russie, ce qui est complètement insensé. Cela n'arrivera jamais, même dans 1 million d'années. Avec quelle armée? Le seul pays qui dispose d'une armée capable de forcer la Russie à faire cela, c'est l'armée américaine. Mais parle-t-il d'une guerre mondiale contre la Russie? Je ne pense pas qu'ils vont faire cela. Donc la rhétorique de l'administration Trump part dans tous les sens. Je veux dire, il n'y a aucune stratégie parce qu'ils ont perdu et refusent d'accepter leur défaite. Ils ne peuvent pas accepter d'avoir perdu. C'est une guerre majeure. Et accepter la défaite serait un coup énorme porté au projet dedans. Et à quoi sert l'OTAN? Depuis le tout début, nous savons que c'est pour maintenir les États-Unis au sommet, exclure la Russie et maintenir l'Allemagne en position inférieure. Et maintenant, il faut ajouter la poursuite imminente de la guerre en Iran, la guerre au Venezuela. Je veux dire, rien ne garantit que les États-Unis gagneront non plus ces conflits. Ils peuvent causer beaucoup de destruction et de chaos. Mais regardez l'Irak. L'Iran est un pays bien plus grand que l'Irak. Il possède une armée très avancée. Et oui, l'Iran souffre des sanctions depuis de nombreuses années.
Mais l'économie iranienne est aussi plus forte que celle de l'Irak à l'époque. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, l'économie irakienne était en crise extrême. Cela faisait suite aux sanctions génocidaires imposées par les États-Unis dans les années 1990, qui ont causé la mort de centaines de milliers, au moins 500 000, d'enfants irakiens à cause du manque de médicaments et de nourriture. Et Denis Hallyday, le coordinateur humanitaire de l'ONU en Irak, a d'ailleurs démissionné de façon retentissante pour protester, qualifiant cela de génocidaire. Donc vous savez, les États-Unis ont détruit l'économie irakienne. L'Irak survivait à peine au moment où les États-Unis ont envahi en 2003. L'Iran est aujourd'hui un adversaire bien plus redoutable. Il n'est certainement pas du tout garanti que les États-Unis gagneront cette guerre. Il pourrait causer énormément de dévastation et de destruction, ce dans quoi les États-Unis excellent. Regardez la Libye ou regardez le Venezuela. Il n'est certainement pas garanti que les États-Unis gagneront cette guerre. Ils peuvent provoquer beaucoup de morts, de destruction et de guerres civiles. En fait, si vous lisez j'ai mentionné ces rapports dans le New York Times. Vous savez, le New York Times est un porte-voix de l'opposition vénézuélienne de droite et oligarchique. Mais même certains de ces opposants au Venezuela, ceux qui ne sont pas des fascistes enragés, vous savez, les soi-disant un peu plus modérés, entre guillemets, même eux sont inquiets. Ils disent que si Trump mène ses frappes de décapitation et une guerre contre le Venezuela, cela va provoquer une guerre civile qui débordera en Colombie. Je veux dire, c'est complètement insensé ce dont ils parlent. Ils vont simplement déclencher le chaos, davantage de dévastation et de destruction dans le monde. Ils pensent pouvoir gagner facilement toutes ces guerres. Les États-Unis n'ont pas vraiment remporté de grandes guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les États-Unis ont l'habitude de s'en prendre à de petits pays. J'ai mentionné l'invasion du Panama en 1989, l'invasion de la Grenade en 1983. Ce sont de tout petits pays. Le Venezuela est bien plus grand. L'Iran est nettement plus grand. Ben Wallace, qui est en quelque sorte l'équivalent du secrétaire à la Défense au Royaume-Uni, lequel est essentiellement devenu un satellite des États-Unis en matière de politique étrangère, a déclaré qu'il voulait étouffer la Crimée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer, comme stratégie pour vaincre la Russie. Il semble que les États-Unis et leurs vassaux européens, leur stratégie globale ici, soit de refaire tout ce qu'ils ont déjà fait par le passé et de lancer tout ce qu'ils peuvent, y compris l'évier de la cuisine, contre la Russie, même si beaucoup de ces soi-disant menaces sont en réalité très difficiles à mettre en œuvre. Quelle est votre analyse de l'état actuel de ce conflit et de ses liens? Car de toute évidence, les États-Unis, en particulier l'administration Trump, font tout leur possible pour compartimenter chacun de ces conflits et donner l'impression qu'ils sont séparés. Mais comme Ben l'a souligné, ils se déroulent tous en même temps. Oui, absolument. Comme je l'ai dit, et comme d'autres l'ont dit, y compris Ben, il y a un enchaînement très délibéré en cours. C'est un échiquier ou un plateau de Go où les mouvements sont coordonnés. Et parfois les gens disent « Oh, c'est le chaos » où les États-Unis consolident leur position. Non, il y a une continuité très claire que l'on peut suivre, et il faut en tenir compte. Il est tout à fait vrai que les États-Unis ne sont pas prêts pour une compétition entre pairs. Ils ne sont pas prêts pour une guerre mondiale. Et comme Ben lui-même le souligne, les États-Unis n'ont remporté aucune guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils sont, pour reprendre ses propres métaphores, mous et ramollis. Mais ça ne tient pas tant aux normes ou à la formation, etc. Cela a vraiment à voir, comme je l'ai déjà souligné, avec les contradictions du capitalisme lui-même dans la manière dont il provoque la désindustrialisation. And also it's a choice of doctrine. For the past
Et c'est aussi un choix de doctrine. Depuis 20 ans, la doctrine de guerre des États-Unis était la contre-insurrection, essentiellement tirée sur des éleveurs pastoraux depuis le ciel, avec d'énormes quantités de munitions et des armes de haute technologie. Ce type de guerre n'est plus d'actualité. Nous sommes vraiment dans une logique de compétition entre pairs, certainement dans le cas de l'Iran, assurément dans celui de la Russie, et plus encore, dans celui des États-Unis. Alors, à quoi pensent les États-Unis? Vous savez, l'Iran fait 3,8 fois, presque 4 fois, la taille de l'Irak. C'est 2 fois et demi la taille de l'Afghanistan. Et c'est l'un des pays les plus montagneux du monde. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont été si inefficaces en Afghanistan, c'est justement à cause de ce relief montagneux. Mais je pense qu'ils comptent sur une escalade vers l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Nous voyons déjà cela dans les menaces d'envoyer des Tomahawks sur le terrain, à la fois en Ukraine et vers l'Asie centrale. Nous savons également que des Tomahawks ont déjà été envoyés dans le Pacifique. Les Tomahawks sont à double usage. Ils sont capables de transporter des charges nucléaires. Je pense donc qu'il y a très clairement un calcul stratégique selon lequel ils vont utiliser des armes nucléaires. C'est la seule chose qui ait du sens, si l'on part du principe qu'ils vont entrer en guerre contre des grandes puissances. Je tiens à souligner que je viens de lire récemment un article dans Foreign Affairs, qui est la revue du Council on Foreign Relations. Et l'une des choses qu'il disait, c'était un article très curieux, vraiment très étrange, c'est que les États-Unis n'ont pas de plan militaire pour mener une guerre contre Pékin. C'est absurde. Ils ont un plan depuis 2009. Il s'appelle le plan Air-Sea Battle et il est dérivé du Air-Land Battle, qui était la stratégie de guerre contre l'URSS, elle-même inspirée de la stratégie militaire israélienne, qui consiste essentiellement à pénétrer, décapiter et attaquer l'arrière de façon incroyablement brutale, comme on le voit actuellement. Donc ils ont ce plan depuis 2009. Il a été révisé 9 fois. Et pourtant, Foreign Affairs affirme « Oh, vous savez, nous n'avons pas de plan pour faire la guerre ou dissuader Pékin. » Mais dans cet article, même en formulant cette étrange plainte, ils disent quelque chose qui me paraît vraiment, vraiment inquiétant. Ils affirment en substance que nous devons avoir un plan qui utilise des bombes nucléaires pour réduire les forces chinoises. Et ils balancent ça de manière tout à fait désinvolte. En d'autres termes, ils planifient des attaques nucléaires contre la Chine, je cite, pour les réduire en nombre. Donc, je pense que tout cela est en préparation. Nous savons que Elbridge Colby, qui a rédigé la stratégie de défense nationale et travaille actuellement sur la nouvelle version qui sera bientôt publiée, plaide depuis au moins une décennie pour que les États-Unis rendent l'utilisation des armes nucléaires aussi simple que de commander un Uber. Il affirme qu'il devrait y avoir une continuité sans faille entre les armes conventionnelles et les armes nucléaires stratégiques. Donc c'est au moins ce qui m'inquiète le plus. Et c'est selon moi le calcul implicite derrière toute cette rhétorique belliqueuse que nous entendons de l'Occident, et tout particulièrement des États-Unis.